Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement honorée d'accueillir ce soir Jacques Dallarin, historien médiéviste, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, membre également du conseil scientifique de l'École des Chartes, pour cette conférence intitulée Fragments de démocratie médiévale dans le cycle qui est celui des grandes voies. Jacques Dallarin est célèbre pour ses travaux consacrés à saint François d'Assise, à l'ordre franciscain, plus généralement donc pour ses nombreux ouvrages et contributions en histoire religieuse, sociale, culturelle. Et parmi les travaux récents, étant donné le titre de la conférence de ce soir, il me semble important de signaler ceux portant sur les expérimentations religieuses et civiques du Moyen Âge comme laboratoire de l'innovation sociale et politique. Et je pense plus particulièrement à son bel essai Gouverner, c'est servir. Donc dans cette perspective, c'est bien ce soir d'une question éminemment politique qu'il sera, que nous allons, voilà, que le propos aura lieu. Question qui peut, au regard, donc celle de la démocratie, de la pensée, de la place de la pensée médiévale dans l'invention ou est la redécouverte de l'idée démocratique, idée que l'on a davantage tendance, qu'on aurait davantage tendance à relier à l'époque antique ou moderne qu'à l'époque médiévale. En tout cas, je pense que la conférence de ce soir va nous donner des perspectives différentes sur cette question. Et je remercie donc vivement Jacques à l'avance de nous apporter ses lumières sur cette importante thématique. C'est moi qui vous remercie, Madame la directrice, cher Michel, de votre accueil, de vos mots très chaleureux. Oui, et puis je me réjouis d'être dans cette grande et belle maison que j'apprécie depuis très longtemps et qui reste toujours fidèle à elle-même, en dépit ou grâce au changement de lieu. Euh, oui, le sujet est de saison, puisqu'il va s'agir d'élections. Et dans la tradition de l'école des chartes, j'aurais dû, pour bien faire, traiter de manière passionnante un sujet a priori ennuyeux. Et je redoute de faire le contraire, c'est-à-dire de traiter de manière ennuyeuse un sujet a priori passionnant. Mais enfin, bon, la discussion viendra peut-être mettre un petit peu de piment dans ce sujet. Et je commence par une parabole, un exemplum. François d'Assise, fils de marchand, qui se convertit pour mener une vie conforme à l'Évangile. En 1209, le petit groupe des pénitents qu'il a agrégé autour de lui décide de donner forme à leur vie collective. Et voici le récit de leur voyage à Rome, rédigé vers 1241, donc une quinzaine d'années après la mort de François. Je vais lire beaucoup de sources, c'est ce qu'on aime tout de même. Voyant que la grâce du Sauveur augmentait ses frères en nombre et en mérite, le bienheureux François leur dit : « Je vois, frères, que le Seigneur veut faire de nous une grande congrégation. Allons donc à notre mère, l'Église romaine, informons le souverain pontife de ce que le Seigneur fait par nous, et menons à bien par sa volonté et son ordre ce que nous avons entrepris. » Comme ce qu'il avait dit leur avait plu, il prit avec lui les 12 frères, et ils allèrent à Rome. Comme ils étaient en route, il leur dit : « Faisons d'un de nous notre guide, et tenons-le nous comme vicaire de Jésus-Christ. Où il lui plaira de faire un détour, faisons le détour. Et quand il voudra faire halte pour s'héberger, faisons halte pour nous héberger. » Ils élurent frère Bernard, qui avait été reçu le premier par le bienheureux François, et ils accomplirent en œuvre ce qu'il avait dit. Rien ne garantit que ce récit ait valeur historique, il y a même des traits qui prouvent qu'il a été constitué après coup comme une sorte de prophétie. Mais il a au moins cet avantage d'introduire de manière élémentaire au sujet qui va nous occuper ce soir, les élections dans les institutions religieuses médiévales et en fait dans les communautés régulières. Un autre sujet serait d'en parler au niveau de l'épiscopat ou de la papauté. Comme l'indique ici le nombre 12, ces élections rejouent toujours le scénario de la communauté apostolique. Au lendemain de l'Ascension, souvenez-vous, Pierre organise le remplacement de Judas. Les disciples instituent deux candidats, Joseph et Matthias, prient le Seigneur de les inspirer et tirent au sort. C'est Matthias qui est désigné. François et ses compagnons, eux, élisent Bernard. Mais on ne nous dit rien de la procédure de l'élection, si ce n'est une allusion à la primogéniture de l'élu. C'était le premier à avoir rejoint François. Il est d'ailleurs étonnant que François ne soit pas désigné.
Et c'est pourquoi ce récit, plus qu'un témoignage historique, me semble plutôt un manifeste en faveur de la primauté des plus anciens frères dans l'ordre dans les années 1240. Mais ce serait une autre histoire. Pour qu'une procédure de type électoral voit le jour, que ce soit pour Matthias ou ici dans l'ordre franciscain, il faut que le fondateur se soit absenté. La démocratie naît d'un vide. François suggère à ses frères de se donner un guide. Le titre est celui de Dux, fixant le chemin, les haltes, ce qui est parfaitement adapté à un groupuscule itinérant. Mais ce guide, nous dit-on, sera tenu comme vicaire du Christ, soit tout de même le titre que le pape se donnait depuis la fin du XIIe siècle. Au Moyen Âge, il n'est de pouvoir que délégué, mais d'en haut. Élu par ses compagnons par le bas, Bernard devient le lieu tenant du Christ par le haut. Le gouvernement médiéval est toujours un vicariat, et l'élection par les hommes ne fait que révéler l'élu de Dieu. Électio désigne l'acte de choisir, sans présupposer la procédure suivie en rien, mais surtout le terme résonne toujours de la dilectio, de l'amour de Dieu pour ses élus. Les communautés médiévales ont été des laboratoires du processus électif, infirmant le préjugé absurde du Moyen-Âge comme trou noir de la démocratie, à une démocratie qui serait née à Athènes, et puis alors 1000 ans de tunnels complets avant une renaissance à l'époque moderne pour arriver jusqu'au temps des révolutions au XVIIIe siècle. C'est évidemment une fausse perspective. Il faut prendre en compte le Moyen-Âge dans cette archéologie de la démocratie. Mais alors, la tentation serait d'en écrire l'histoire comme un progrès. Par exemple, on serait passé de l'imposition du supérieur à sa désignation par la communauté, de l'unanimité au scrutin, de l'idée de la senior pars, la part la plus saine, à la major pars, la part arithmétiquement la plus nombreuse. Sans oublier l'avènement progressif des procédures de contestation ou de déposition des supérieurs indignes et le passage de mandats viagers à des mandats à durée déterminée. Ces évolutions, oui, existent, mais il faut éviter de leur donner l'aspect d'une téléologie, comme avait peut-être tendance à le faire quelqu'un qui, par ailleurs, avait magnifiquement saisi ce problème et auquel je veux rendre hommage, qui est Léo Moulin. Pour ma part, il me semble de plus de profit, une fois admis que le Moyen-Âge ressortit à l'archéologie de nos démocraties, de chercher à repérer en elles les rémanences, ce que Giorgio Agamben appelle la signature des idées et des pratiques médiévales. Un seul exemple, l'élu reste aujourd'hui celui qui a reçu l'onction du suffrage universel. Les communautés régulières se définissent par l'usage d'une règle, au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Et ce point déjà, le fait qu'il y ait une règle du jeu, régissant de manière contractuelle des relations intracommunautaires, ne doit pas être sous-estimé. Je partirai d'un sondage dans le corpus des textes normatifs, réputés particulièrement rébarbatifs, mais qui, me passionnent, chacun a ses vices. Par instant, je les confronterai à la pratique des élections, mais par instant. Je me concentrerai sur l'unique thème de l'élection du supérieur, qui est déjà un thème assez lourd pour une soirée. Et je tiens pour acquise l'idée largement partagée de la communauté religieuse comme corps unique. Cette vision organiciste, inspirée de la première épître aux Corinthiens, et le fonctionnement des communautés religieuses comme une institution totale, corps et âme. C'est dans cette perspective, à mon sens, que naît la procédure démocratique médiévale. Et évidemment, par le terme de fragment, je plaçais le propos sous le lointain parrainage de Roland Barthes. La règle, alors je vais faire une revue, on va traverser des ordres religieux, ça va faire une brève histoire monastique du Moyen-Âge, mais avec ce seul fil conducteur de l'élection des supérieurs. La règle dite de Benoît aurait été compilée au milieu du VIe siècle. Des 4 espèces de moines qu'il détaille au chapitre 1, il ne s'attache ensuite qu'à l'espèce très forte des cénobites. Et il la définit ainsi, la monastériale, militant sous une règle ou, le ou est intéressant, ou un abbé. Le doublet est une
quasi-synonymie fonctionnelle. Tout part en effet de l'abbé, celui qui est digne d'être à la tête du monastère, dit la règle. Le supérieur, je cite toujours, qui agit dans le monastère à la place du Christ et qui est omniprésent dans la règle. Mais, curieusement, il faut attendre le chapitre 64, sur 73 chapitres, et on est tout de même très près de la fin, pour que soit élucidée la procédure de désignation. Je cite la règle de Benoît. Dans l'ordination de l'abbé, qu'on considère toujours cette raison, que soit institué celui que toute la communauté, selon la crainte de Dieu, élit d'un commun accord, ou encore qu'une part, même petite de la congrégation, élit d'un plus saint conseil, Seigneur. Celui qu'on doit ordonner, qu'on l'élise pour le mérite de sa vie et son enseignement de la sagesse, même s'il est le dernier dans l'ordre de la communauté, c'est-à-dire en réalité le plus jeune entré. Le commun accord, révélant la volonté divine, le vote unanime, on a parfois la tentation de penser qu'il s'agissait d'une fiction pour esprit fruste ou d'une manifestation de la pensée magique. En réalité, c'est complètement faux. Cette unanimité atteinte dans les élections médiévales procédait le plus souvent d'une délibération antérieure ou d'un ralliement d'une partie à l'autre. Dans une démocratie bien réglée comme devraient l'être les nôtres aujourd'hui, quelle est la vraie sanction du résultat? C'est quand le vaincu reconnaît sa défaite. Et du moment où le vaincu reconnaît sa défaite, l'élection est unanime, puisque le vaincu s'incline devant le vainqueur et que l'ensemble du corps électoral reconnaît la personne qui est élue. Il n'y a pas de sécession. Donc on peut raconter les élections contemporaines comme des élections unanimes. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention aux mots. Alors, au Moyen-Âge, on avait prévu soit l'unanimité, soit, si vraiment il y a friction, c'est le plus saint conseil qui va l'emporter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un critère d'âge, d'ancienneté dans la communauté, d'autorité, mystère? La charge abbatiale est viagère, à une unique réserve près, dans l'article suivant. Si même toute la communauté, que cela n'arrive pas, élit d'un égal conseil une personne consentant aux vices de la communauté, et que ces vices viennent tant soit peu à la connaissance de l'évêque du diocèse, duquel ce lieu dépend, ou sont perçus par les abbés et les chrétiens du voisinage, qu'ils empêchent l'accord des mauvais de l'emporter, mais instituent pour la maison de Dieu un digne intendant. Donc la déposition de l'abbé est prévue, mais elle ne peut pas venir des moines, qui eux doivent obéir en toute humilité à tous les ordres qu'ils reçoivent, même ceux jugés impossibles. Maintenant, à trop gloser sur la procédure électorale, on en oublierait la nouveauté absolue que constitue, dans ce monde, pas dans l'absolu, l'élection du supérieur par la communauté. L'auteur de la règle bénédictine, je ne l'appelle pas Benoît, je l'appelle l'auteur de la règle bénédictine, puisait à 4 sources: Basile, Augustin, Cassien et la règle du maître. Or, dans la règle de Basile de Césarée, qui venait d'Orient, le supérieur est désigné par les supérieurs des communautés voisines. Dans la règle de Saint-Augustin, rien n'est dit de la manière dont le prévôt sera désigné, pas plus que chez Cassien. Dans la règle du maître, il est prévu qu'à l'approche de sa mort, l'abbé élit son propre successeur, tandis que l'évêque du lieu entérine l'élection et bénit l'élu, ce qui posait des tas de problèmes. Par exemple, si l'abbé, à l'approche de sa mort, avait désigné un successeur et puis que tout à coup il allait mieux. Il y avait un peu de concurrence. Ou s'il mourait à l'improviste, il n'avait pas eu le temps de se désigner un successeur. Donc ce n'était pas terrible comme procédure. Le fait que la procédure de l'élection n'arrive dans la règle bénédictine qu'aux 3/4 du texte peut surprendre. Mais en fait, j'ai constaté dans les textes normatifs que cette place tardive est relativement fréquente, surtout quand le texte est rédigé du vivant du fondateur. Lui-même, le fondateur, s'est imposé de manière informelle, par son charisme. Il a souvent prévu la désignation de son successeur, son plus fidèle disciple. En fait, il faut que le fondateur soit proche de sa fin, voire que plusieurs générations de supérieurs aient passé pour qu'on s'inquiète de mettre au point une procédure de désignation. C'est-à-dire, on a un abbé avant de l'avoir désigné, en quelque sorte. Même tardivement,
l'élection de l'abbé par la communauté émerge dans la règle bénédictine avec la force de l'événement, de l'avènement. C'est une véritable révolution dont le ressort est interne. L'élection de l'abbé par la communauté résulte en fait de l'interaction entre la norme et la pratique. Je m'explique. Le corpus des règles monastiques se constitue en vase clos. C'est pour ça que je parle de laboratoire. On est in vitro. La théorie du droit, qui existe, ne serait-ce que le droit romain, qui est en train de renaître à cette période, n'influe pas sur l'élaboration des règles prises ici en considération. On a noté, par exemple, que le fameux principe quod omnes tangit, ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tout le monde, n'est jamais invoqué dans les règles monastiques avant le XIIIe siècle. Donc le vase clos de l'expérience communautaire prélude à sa mise en norme écrite. Or, depuis Basile, tous les efforts des instituteurs cénobitiques, c'est-à-dire depuis, en gros, Pacôme, qui est à la jointure entre l'érémitisme et le cénobitisme, mais depuis Basile, qui a la règle la plus élaborée, tous les efforts des instituteurs tendaient à donner corps à la communauté. Je prends tous ces mots vraiment au sens fort, corps à la communauté. C'est-à-dire qu'elle ne fasse un seul corps monastique englobant les corps individuels. L'habit uniforme qui fait le moine, l'habit fait le moine, bien évidemment. La liturgie collective, le travail partagé, la pitance prise au réfectoire, le dortoir commun essentiel, le conseil réuni par l'abbé pour entendre l'avis des moines avant de prendre sa décision, le chapitre, toutes ces mesures avaient un effet incorporant. Certes, une obéissance aveugle était due à l'abbé, mais l'auteur de la règle bénédictine répète à l'envi que l'abbé est responsable et comptable de ses frères et de leurs fautes, devant Dieu, il est vrai, qu'il doit l'emporter par l'exemple au risque d'être condamné, qu'il doit servir et non dominer, qu'il doit être aimé plutôt que craint. Au fond, j'ai le sentiment que l'élection de l'abbé par la communauté naît d'un rapport pastoral qui joue de l'inversion du haut et du bas, de la tête et des membres dans une communauté qui fait corps. La preuve de la nouveauté de l'élection abbatiale, c'est qu'elle ne fut pas suivie dans un premier temps. Il est vrai que le succès de la règle bénédictine fut assuré du moment où Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, l'imposa en 817 à tous les monastères de l'Empire carolingien. Mais le plus célèbre d'entre eux, Cluny, qui fut fondé en 909-910 par Guillaume III d'Aquitaine, n'a pas suivi sur ce point précis la règle bénédictine dont pourtant il s'était doté. Le plus ancien coutumier clunisien, le Liber Tramitis, qui est compilé dans la première moitié du XIe siècle, prévoit ceci. D'abord, l'abbé est élu par toute la communauté en présence de l'évêque de ce même diocèse et du seigneur dont l'abbaye dépend, sans aucune faveur ni aucun argent. En fait, la pratique était très différente du principe. Au moment de la fondation, voilà ce qui s'était passé à Cluny. Et là, pour une fois, je vais croiser les sources normatives avec les sources de la pratique, les chroniques, les récits. Guillaume III, qui avait fondé Cluny, avait désigné Bernon, l'abbé de Baume, et il avait concédé, je cite, le testament de Guillaume III, après son décès, que ces moines aient le pouvoir et la permission d'élire abbé quiconque de leur ordre ils préféreront, selon le plaisir de Dieu et la règle promulguée par saint Benoît, de telle sorte qu'aucune contradiction de notre part, ni de quelque puissance, ne les contraigne contre cette élection exclusivement religieuse. On n'y touche pas. Mais dans son testament, le premier abbé lui-même, Bernon, en témoigna autrement, je lis, en disposa autrement, je lis. Beaucoup de documents prouvent que le bienheureux Benoît et la plupart des autres instructeurs de notre ordre se sont élus des successeurs de leur vivant. Donc je connais la règle bénédictine, je vais tout de même faire le contraire. Moi donc, Bernon, abbé, et le dernier de tous les abbés, sachant qu'est proche désormais mon dernier jour, j'ai délégué pour me succéder, et c'est la règle du maître, c'est pas la règle de Benoît. Et Bernon désigne Odon. Avant de mourir, Odon désigne son propre successeur, Aymar, qui à son tour désigne Mailleul. L'acte où Aymar élit Mailleul comme abbé porte les signatures de 3 évêques,
de 2 abbés de 132 moines. C'est intéressant ce besoin d'accumuler les témoignages. Mailleul choisit Odilon comme successeur, et alors cette fois-ci, dans l'acte qui approuve et confirme la désignation d'Odilon par Mailleul, il y a comme témoin l'empereur, le roi, un duc, des comtes, un archevêque, des évêques et tous les moines de Cluny. Une espèce des contreforts partout autour de la décision. Lorsqu'Odilon mourut à son tour en 1049, par chance d'une certaine manière, il n'avait pas choisi son successeur. Il avait simplement désigné Hugues de Semur comme grand prieur. Et selon la géographe Gillon, on prépara l'élection par des jeûnes et des prières. C'est un peu nos campagnes électorales. Hein. On regarde les débats, c'est l'équivalent du jeûne. La communauté entra au chapitre sous la conduite du prieur claustral. Celui-ci, dit le compte-rendu de la séance, qui s'était obtenu le silence par sa très haute autorité, tandis que les autres se taisaient, nomma le seigneur prieur Hugues, il y avait 2 prieurs à Cluny, retentit en assentiment une acclamation unanime de l'Assemblée. Alors vous voyez, on est à mi-chemin entre les deux. Hugues a été en réalité désigné, mais pas comme abbé, simplement comme prieur, comme numéro 2, et l'ensemble de la communauté choisit le numéro 2 comme numéro 1 en se donnant l'impression de procéder à une élection. Mais enfin, un abbé de Cluny, finalement, était élu par les moines, selon la procédure qui avait la préférence de la règle bénédictine, l'unanimité. Donc il faut tout de même 5 abbés pour retomber sur les pieds de la règle bénédictine. Et l'événement servit de modèle pour guider l'élection abbatiale dans les 2 coutumiers de Cluny, compilés à la fin du XIe siècle, celui de Bernard et celui d'Ulrich. Le rituel se déroule sur 3 jours. Bernard précise que ne prennent part à l'élection que ceux qui ont fait profession au monastère, normal. La communauté se réunit dans la salle du chapitre, chante un psaume et dit une oraison. Les frères qu'on appelle là spirituels, en fait c'est exactement synonyme de saniores, les plus saints, les moins matériels, les moins englués dans le siècle, doivent alors élire l'abbé. Le prieur remet à l'élu le bâton pastoral, et au milieu des chants liturgiques, c'est la communauté qui installe l'abbé dans ses fonctions. Et le lendemain seulement, l'évêque vient au chapitre et s'enquiert de l'unanimité du choix. Suivent hymnes, psaumes, processions, et le surlendemain a lieu la bénédiction de l'élu par l'évêque au milieu des litanies, des oraisons et d'un tédéum. Ulrich explique qu'Odilon n'avait pas voulu nommer son successeur. Il s'en était remis à des personnes plus importantes et plus estimables. Et c'est donc le prieur Hugues de Semur qui, à ce moment-là, a été élu abbé. C'est ce glissement en douceur, je signalais, de l'ordre ancien à l'ordre nouveau, qui en fait ne fait que renouer avec la règle bénédictine. Habillé de majorité spirituelle, c'est toujours la sanior pars, qui est à l'origine de l'élection, décrite par la géographe Gillon comme unanime. De bout en bout, vous avez pu noter que le processus est densément liturgisé, et j'y reviendrai. Il tend surtout à affirmer l'indépendance de Cluny contre l'évêque. Cluny qui bénéficie de l'exemption depuis 998. Non seulement le choix, mais l'investiture par le bâton pastoral est le fait de la communauté monastique. L'évêque, qu'on appelle pour la bénédiction, est choisi de sorte à ne pas être l'évêque de Mâcon, l'ordinaire de Cluny. Et il ne fait en fait que ratifier l'élection faite par les spirituels de la communauté. Et vous remarquerez qu'alors que la transmission d'abbé en abbé, par désignation du précédent au suivant, réclamait des témoins toujours plus nombreux, des puissants clercs et laïcs, pour consolider ce qui n'était jamais qu'une décision individuelle et d'un mourant. L'unanimité communautaire suffit désormais à faire l'abbé et renforce donc la monarchie abbatiale de Cluny. La communauté est plus forte parce qu'elle s'est dotée de son propre chef. Le corps fait bloc autour de la tête puisque la tête émane du corps. Je passe à Cîteaux, fondé en 1098 par Robert de Molesme. Rapidement, ce que l'on appelle le nouveau monastère essaima, d'abord avec ses 4 filles, La Ferté, Pontigny, Clairvaux, Morimont, qui devinrent à leur tour mères d'autres abbayes-filles. Vous connaissez ce
processus d'essaimage propre à Cîteaux. Le premier document qui organise l'ensemble, la Carta Caritatis Prior, fut approuvée par Calix II en 1119. Et elle réclame d'observer en tout la règle de Benoît, puisque Cîteaux se définit comme un renouveau de la règle bénédictine. Et l'élection des abbés vient, comme par hasard, au dernier chapitre de la Carta Caritatis. Et voici ce qui est dit. Que les frères du nouveau monastère, au décès de leur père, envoient aux abbés 3 messagers, ou plus s'ils le veulent, et qu'ils réunissent autant d'abbés qu'ils peuvent faire venir en 15 jours, avec leur consentement qu'ils s'instituent le pasteur que Dieu prévoit. J'ai traduit toujours au plus près du latin, comme nous aimons le faire. De même, dans les autres communautés privées de leur propre pasteur, que les frères de ce lieu convoquent l'abbé de l'Église qui les a engendrés, en sa présence et sur son conseil, qu'ils s'élisent un abbé parmi leurs frères ou ceux du nouveau monastère ou de nos autres églises, il faut être de la famille. Quelques personnes qu'élisent les moines, de quelque des communautés de notre ordre qu'elles proviennent, qu'ils l'acceptent sans opposition. Vous remarquerez qu'on n'invoque plus le principe d'unanimité, d'où l'exhortation finale à respecter le résultat de l'élection. Si elle n'est pas unanime, c'est qu'il y a eu des partis en présence. La procédure électorale était probablement celle, même sûrement celle de la seigneur Pars. La charge abbatiale est toujours viagère, mais la procédure de déposition d'un abbé déméritant par la communauté est prévue avec un luxe de détails. Et ça, c'est une nouvelle innovation, que ce soit la communauté elle-même qui puisse déposer l'abbé indigne. La véritable innovation cistercienne est le chapitre général qui réunit chaque année à Cîteaux les abbés de tous les monastères sous la présidence de l'abbé de Cîteaux. Et de surcroît, le supérieur d'une abbaye mère visite chacune de ses filles chaque année. En fait, le dispositif cistercien marque un point d'équilibre entre l'autonomie des communautés locales, ce que j'appelle le temps des maisons, c'est-à-dire où chaque maison est l'entité, et la cohésion d'une congrégation de monastères qui se constitue en ordre. Au temps des ordres, c'est plus la maison, c'est l'ordre qui est l'unité de base. Par leur présence exclusive au chapitre général, leur contrôle personnel sur leurs abbayes-filles, leur contrôle collectif sur Cîteaux même, leur rôle prépondérant dans l'élection de l'abbé, leur possible pression dans les élections des autres supérieurs, les abbés forment au sein de l'ordre cistercien un appareil, une nomenclatura, qui se réserve le monopole de tous les rapports verticaux ou transversaux. Enfin et surtout, il faut le dire, on oublie de le dire pour Athènes si souvent, toute la procédure est réservée aux moines de cœur, des clercs, tandis que les convers, autre innovation cistercienne, des travailleurs manuels en général de plus humble extraction sociale, sont totalement exclus du dispositif, comme les esclaves ou les métèques dans la pseudo-démocratie athénienne. J'arrive à la Chartreuse. Fondée en 1084 par Bruno et ses compagnons. La forme de vie choisie est un érémitisme collectif qui comporte d'emblée des clercs et des laïcs. Les coutumes furent compilées avant 1128, et alors comme on est en altitude, en montagne, la Grande Chartreuse, les moines habitent la maison supérieure, tandis que les frères laïcs ou convers habitent en dessous. Le supérieur à la Chartreuse reçoit le titre de prieur. Voici la manière dont son élection est réglée par les coutumes. Lorsqu'il arrive que meurt le prieur de cette maison, après sa sépulture, les frères sont convoqués et un jeûne de 3 jours est prescrit à tous. Matin et soir, dans l'église, le psaume Atte levavi, on va le retrouver tout le temps parce qu'il invoque la présence de l'Esprit Saint, est chanté après l'office avec une commune dévotion et sont ajoutées de nombreuses autres prières. Le 4e jour au matin, la messe du Saint-Esprit, comme par hasard, est célébrée en commun avec grande dévotion. De là, s'assemblant en chapitre, sur le conseil des majeurs et des meilleurs, maiores et seignores, ils élisent un parmi eux, ou un prêtre, ou un qu'il faudra promouvoir au sacerdoce. Et aussitôt, ils le transfèrent dans le lieu de son prédécesseur. Là, je dissipe tout de suite une ambiguïté. Il n'est pas question d'élire un convers et d'en faire un prêtre. Il est bien question d'élire un clerc, mais au Moyen-Âge, les ordres ecclésiastiques, cléricaux, avaient toute leur importance. C'est-à-dire les sous-diacres et les diacres
C'était des ordres très importants. Donc si on élit un diacre, il faudra qu'il devienne prêtre. Mais on ne va pas élire un convers pour autant. Le mandat est viager. Vous avez vu que la liturgie est très détaillée, beaucoup plus que la procédure de l'élection, ce qui fait qu'en fait, l'élection ne devient qu'un moment, un instant d'une performance liturgique. Le syntagme des majeurs et des meilleurs prouve que la major pars arithmétique est encore ici entendue au sens moral, c'est-à-dire dans le sens de meilleur. Les convers ne prennent pas part à la décision. L'élu n'est pas forcément prêtre, mais doit le devenir. En fait, à la Chartreuse, c'est la topographie même qui dessine une communauté à deux niveaux. J'en arrive au cas le plus compliqué, et le moins connu probablement, mais qui me paraît passionnant, qui est celui de Muret, fondé vers 1078 dans une solitude boisée au nord-est de Limoges. Après la mort du fondateur en 1124, Étienne de Muret, les frères se transportent à Grandmont, ce qui fait qu'on hésite sur les appellations. Étienne de Muret, fondateur de Grandmont, où il n'a pas résidé, ce qui est un peu compliqué. Donc le fondateur était un franc original. Et un de ses disciples consigna ses propos sous le titre de Livre de la doctrine, qui s'ouvre par cette formule éclatante: il n'est d'autre règle que l'évangile du Christ. Et en fait, la règle de Grandmont, évidemment, quand on dit ça, c'est qu'on va écrire une règle. La règle de Grandmont fut mise en forme peu avant 1156. Et comme toujours, il faut attendre le dernier quart de ce texte pour voir se profiler les catégories internes à la communauté. Il y a des clercs qui ont choisi la meilleure part, comme Marie, puis il y a des convers qui ont choisi la moins bonne part, comme Marthe, mais qui assurent l'administration temporelle. Alors voilà le chapitre de l'élection du prieur. C'est confus, c'est long, c'est filandreux, mais c'est intéressant que ce soit confus. Parce que là, on est en train de voir, on est dans le bocal. On voit des gens en train de tâtonner pour inventer la démocratie. Alors, excusez-moi d'avance, mais je lis. Lorsqu'il faut élire le prieur, que deux frères viennent de chaque celle, c'est une association de petites cellules érémitiques, à Grandmont, comme ils ont coutume de venir par deux à l'assemblée, que ceux qui restent dans les lieux en question promettent à ceux qui s'en vont qu'ils se rangeront à la décision de toute l'assemblée. Une fois réunie l'assemblée, après l'invocation du nom du Seigneur, que 12 frères, à tout hasard on dit 12, que 12 frères fidèles et soucieux de la communauté religieuse, à savoir 6 clercs et 6 convers, soient désignés pour élire le prieur, lesquels, après qu'ils auront entendu de la bouche de tous que leur décision ne sera contredite par personne, se retirent pour en traiter entre eux. Que soit élu un pasteur qui aura été auparavant fidèle disciple de cette communauté religieuse. Si parmi ces 12, il y a une assemblée à partir de laquelle on forme un conseil supérieur, si parmi ces 12, certains étaient en désaccord avec l'élection, on doit s'incliner devant la part majeure. Ah, on se dit, tiens, c'est arithmétique, développé, à entendre comme la plus fidèle et la plus saine. Ah ben non. En ne considérant ici rien d'autre que l'utilité commune, tandis que ceux qui sont en désaccord auront été évincés du Conseil et même de l'Assemblée, afin que tout se fasse sans eux. Néanmoins, provenant de l'Assemblée, que soit ajouté au Conseil un nombre égal à ceux qui auront été évincés, et des mêmes, tant clercs que convers, pour que l'élection se fasse toujours à 12. Vous savez, on a vraiment l'impression, on l'a vécu dans nos institutions, quand on écrit le règlement intérieur. Alors on voit les types en train d'écrire leur règlement intérieur. Le mandat est viager, mais le prieur peut être condamné ou révoqué. Et là, je lis parce que cette procédure est passionnante. Si votre pasteur s'efforçait de vous détourner de cette voie de vérité vers une autre direction et qu'il n'acquiesçait en rien à vos conseils, par l'autorité de Dieu, nous vous prescrivons résolument de l'évincer totalement de votre compagnie comme apostat, plutôt que par sa faute vous écarter de cette voie. La déposition du supérieur n'est plus liée à son inconduite, mais au fait qu'il ne suive plus les avis de la communauté. Donc l'élection, on sous-estime Grandmont dans l'invention de la démocratie. Mais moi, ça
C'est un texte qui m'est vraiment cher de ce point de vue-là. L'élection du prieur dans la règle de Grandmont a été mise au point empiriquement, dans le fil de la procédure qu'on appelle de compromis. Il y a des tas de choses qu'on ignore, par exemple comment sont désignés les deux frères qui viennent de chacun des petits groupes. Mais vous avez remarqué qu'ils ne sont pas les simples porteurs de la vie du groupe, puisque les frères qui restent sur place doivent promettre de se soumettre aux résultats de l'élection, sous-entendu quand bien même elle serait contraire à leurs vœux. En fait, c'est l'embryon d'une délégation de pouvoir, de ce qu'on appelle un principe de représentation. Et une fois l'Assemblée réunie, il y a 12 électeurs qui sont désignés, probablement élus par l'Assemblée, qui leur remet un deuxième degré son pouvoir électif, puisque de nouveau, l'Assemblée doit dire qu'elle ne contestera pas la décision. De nouveau, on voit pratique de la délégation, idée de représentation. D'une telle cascade de promesses, on trouverait l'équivalent à même époque dans les premiers statuts communaux d'Italie conservés, ceux en l'occurrence de de Pistoia et de Gênes. Et en fait, ces serments que l'on trouve comme ça dans les statuts communaux ou ces promesses que l'on trouve dans la règle de Grandmont, ça prouve qu'on a bien conscience à ce moment-là de la fragilité de ce système empirique, dans les deux cas d'ailleurs, mais qu'on essaie en même temps de le consolider par un enchevêtrement de liens moraux. Alors, ça se complique à Grandmont du fait de la dualité des catégories. La parité au sein du Conseil restreint, si clerc et si convers, garantit une égale représentation des statuts, mais non des individus, puisque les clercs étaient minoritaires. C'est le problème des États généraux de 1789, vous pouvez remarquer. Est-ce qu'on vote par tête ou par ordre? Cette parité des États valait déjà dans l'Assemblée, car chaque selle comptait des frères des deux statuts. Et sur les deux frères qu'il a représentés à l'Assemblée, la coutume voulait que chaque selle envoie systématiquement un clerc et un convers. Donc il y a une parité apparente, mais qui ne correspond pas à la base de chacune des deux catégories. Les 12 grands électeurs du Conseil se retirent. S'il y a accord entre eux, c'est bon, le prieur est élu. Mais le cas de dissension est prévu. Et en fait, il ne pouvait que se poser du fait des luttes d'influence entre les deux catégories. Le décompte n'est pas purement numérique, puisque, à défaut d'unanimité, ça sera la part majeure, mais à entendre comme la plus fidèle et la plus saine. Les dissidents, là, ces violents, sont exclus du Conseil et de l'Assemblée. Alors, comment est-ce qu'on déterminait la part majeure? Quelle importance avait le sacerdoce, la cléricature? Quel atout pouvait conférer, en revanche, aux convers l'exercice quotidien du gouvernement? Donc, voilà les questions qui restent posées, mais jusque dans la substitution des réfractaires à la décision, vous avez vu que le principe de parité entre clercs et convers est respecté. En fait, le convers devait obligatoirement, ce qui n'est pas dit là, le convers devait obligatoirement être prêtre, et ce système touchant, pragmatique d'élaboration de la démocratie avec la complication supplémentaire des deux catégories s'est révélé tellement compliqué que l'histoire de l'ordre de Grandmont est l'histoire d'un conflit interminable entre les prêtres et les convers, et que finalement, voilà un ordre religieux qui n'a pas eu besoin d'attendre la Révolution française pour se dissoudre tout seul, tellement il s'entretuait. Mais ce qui est tout de même frappant, c'est qu'on est au XIIe siècle et que c'est la première fois, et à la différence de ce qui se passe dans le monde communal à la même époque, que toutes les catégories internes participent à la désignation de leurs supérieurs. Et je rapprocherai ce cas, cher Michel, de Fontevraud, où aussi bien les religieuses que les frères participent unanimement, bien évidemment, à la désignation de l'abbesse. Ce qui montre l'avance de ces communautés in vitro sur le monde in vivo, si je puis dire. Alors le cas suivant nous entraîne bien loin des forêts limousines, dans le monde des écoles parisiennes, un monde qui est cher à notre auditeur et ami Dominique Poirel. Vers 1108, Guillaume de Champeaux, écolâtre de Notre-Dame, se retire dans un ermitage au pied de la montagne Sainte-Geneviève, qui devient l'abbaye Saint-Victor. Les chanoines y suivent la règle de Saint-Augustin, mais au cours du XIIe siècle, on compile un coutumier. Et l'élection de l'abbé y est traitée dès le premier chapitre. À la mort de l'abbé, les frères doivent commencer par jeûner en silence. Suit la procédure, je lis. Après son enterrement, au signal donné par le prieur,
Tous doivent aussitôt se réunir en chapitre. Là, le prieur dira aux frères qu'ils doivent prendre soin d'élire un pasteur. Et puisqu'il peut ne pas être facile que tous en décident, d'un commun accord de tout le chapitre, qu'ils élisent 6 ou 7 frères d'un conseil et d'une religion éprouvée. 6 ou 7, je ne sais pas pourquoi. 7, c'est plus pratique, parce que ça fait une majorité. Bon. Après leur élection, toute la communauté leur enjoindra qu'ils confèrent entre eux à l'écart et considèrent qui, selon Dieu, peut être jugé plus apte à la prélature ou élu. Ensuite, tandis que les autres restent en silence et en prière, de telle sorte qu'il ne leur soit pas permis de faire des conciliabules à ce sujet, ceux-ci conféreront entre eux à l'écart de l'élection de l'abbé. Lorsqu'ils auront élu une personne apte d'un commun accord, le lendemain, ils annonceront en chapitre leur élection aux frères, donc c'est le comité restreint, et l'élection sera ainsi confirmée par l'accord de tous. Elle devient unanime. Si d'aventure ces électeurs ne peuvent s'accorder sur l'élection, ils appelleront aussi à eux d'autres frères de la communauté, des plus religieux, pour qu'avec leur aide et conseil, l'affaire soit menée à son terme pacifiquement, et comme il est dit, le lendemain, le résultat sera annoncé en chapitre à tous les frères. Et là, je ne lis pas ces passages, mais la célébration liturgique de l'élection est incroyablement détaillée. Puis l'élu va recueillir a posteriori la bénédiction de l'évêque de Paris à l'extérieur, et à son retour à Saint-Victor est de nouveau l'occasion d'une longue cérémonie d'intronisation. Le principal souci des chanoines victorins, c'est leur autonomie vis-à-vis de l'évêque de Paris. À l'intérieur de la communauté, on a l'impression de rapports harmonieux, d'une confiance réciproque, de ce que j'appellerais une urbanité parisienne, favorisée par le haut niveau de culture des chanoines. À lire les 2 premiers chapitres, on a l'impression qu'il ne s'agit pas d'un acte électoral avec ornementation liturgique, mais d'une performance liturgique englobant l'élection. Cette dimension liturgique de la procédure, on l'avait déjà perçue, souvenez-vous, à Cluny ou chez les Chartreux. Or, cette ritualisation dans la mise en série que je viens de faire n'a rien d'une survivance archaïque qui encombrerait le champ politique. Elle est croissante. C'est-à-dire que l'ordonnancement de la performance vient au contraire réguler, canaliser l'appel traditionnel à l'inspiration divine et à l'unanimité qui permettait en fait de brusques coups de force ou la manipulation d'assemblées versatiles. La liturgie calme le jeu, apaise les affects, étire le temps sur plusieurs journées, scande les phases du processus qui sont démultipliées à l'extrême. Elle sacralise le processus électoral en relativisant son résultat. Et j'aime beaucoup la parole qui dit quand on vote, avant de voter pour un candidat, on vote pour le vote. Avant d'élire un candidat, on élit l'élection, c'est-à-dire un régime. Et là, c'est exactement ce que l'on voit. La liturgisation est tellement grande qu'en fait, le résultat n'a plus véritablement d'importance. Alors, je vais passer plus rapidement sur les 2 derniers ordres qui sont plus connus et dont j'ai traité dans le livre que Michel avait la gentillesse d'évoquer, c'est-à-dire les prêcheurs et les franciscains, pour en arriver à mes conclusions et avoir le temps d'un débat. L'ordre des prêcheurs, reconnu par Honorius III en 1216, ce sont des chanoines réguliers consacrés à l'étude et à la prédication, l'étude pour prêcher, et d'entrée conçu comme un organisme hyper centralisé. On est sorti du temps des maisons, on est dans le temps des ordres. Et cet ordre élabore ses constitutions entre 1216 et 1236. C'est de très loin l'institution la plus subtilement et la plus démocratiquement organisée de tout le Moyen-Âge, toutes catégories confondues. Puisqu'aux 3 échelons du couvent, de la province, de l'ordre, partout, les supérieurs sont élus, partout ils peuvent être démis, soit par l'instance supérieure, soit par le chapitre général, dans le cas du maître général. Il y a un processus de contrôle entre les prieurs et des définiteurs, qui sont comme des contre-pouvoirs, qui est d'une subtilité rarement atteinte. Le maître général est encore élu à vie, mais comme je le disais,
il peut être révoqué, et tout cela se passe bien évidemment le lundi de Pentecôte. Depuis le début, on voit que jamais on ne perd de vue la présence de l'Esprit Saint. Et alors là, on réunit, pour élire le maître général, on réunit le chapitre en conclave, avec interdiction de sortir et sans nourriture, ce qui évidemment hâte la décision. Et le raffinement de l'élection est extrême, mais en même temps, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais en même temps, ça prête à réfléchir. Parce qu'en fait, comme les victorins, les prêcheurs, les dominicains, forment un ordre d'intellectuels, particulièrement homogène dans son recrutement, si ce n'est social, du moins culturel. Et en réalité, le sentiment que j'ai, c'est qu'il est beaucoup plus facile de réaliser une procédure électorale extrêmement détaillée quand le corps électoral est réduit et élitiste. Si vous voulez, en clair, c'est plus facile de voter au sein du Rotary Club que de voter au sein de l'Assemblée générale d'un club sportif ou d'une assemblée de copropriétaires, tiens, par exemple, qui est évidemment le cas le plus complexe de démocratie quotidienne. Voilà. Donc ça, c'est, je crois, un principe à retenir. L'élaboration extrême du processus peut être l'avers d'une fermeture du recrutement. Quant au cas de François d'Assise, bon, j'ai tellement parlé du pauvre François, je vais l'épargner. Mais en gros, vous savez, il y a eu 2 règles dans l'ordre du franciscain, une en 1221, alors qui ne dit absolument rien du mode de désignation du supérieur. François n'avait pas prévu ce cas, somme toute. Et en 1223, poussé tout de même par la papauté, il refait sa règle. Et là, il y a effectivement un chapitre entier consacré à l'élection du ministre de la fraternité. Alors, ministre au sens vraiment latin, de serviteur. Et pour la première fois, à presque chaque expérience, on a vu un petit ajout supplémentaire se mettre en place. Pour la première fois, ce qui est prévu, c'est que le mandat est viagé. Ce n'est même pas de déposer le supérieur au cas où il aurait été mauvais. Le mandat est renouvelé, doit être renouvelé ou pas, à chaque chapitre. Simplement, il y avait une petite faiblesse, c'est qu'il est dit que le chapitre devait se réunir tous les 3 ans, ou à un autre terme, plus grand ou plus petit, comme il aurait été ordonné par le ministre. Eh bien ça, c'est une erreur dans un règlement intérieur. Il faut que les dates de convocation soient fixes. Il faut savoir qui convoque et selon quelle procédure. Parce que vous allez voir quelles conséquences ça a eu. Alors, ça, c'était la règle, donc une règle d'un extrême évangélisme où tout le monde peut prendre part à l'élection et où on peut démettre le supérieur, où on doit confirmer le supérieur, c'est-à-dire où on peut en fait le démettre à chaque réunion du chapitre. La première élection en 1226, François meurt en 1226, la première élection en 1227 aurait dû confirmer celui que François s'était désigné comme successeur dans la grande tradition antique, frère Élie. Manque de chance, le chapitre désigne un autre, Jean Parenti. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une manière de secouer la chape encombrante du charisme franciscain. En 1230, Élie, qui a tout de même été très déçu de ne pas être confirmé, contre-attaque. Alors là, je lis ce passage. Ceux auxquels frère Élie avait concédé de venir au chapitre, il concéda en effet de venir là à tous ceux qui voulaient, voulurent le faire général contre les ministres provinciaux. Vous voyez, 2 conceptions. Est-ce que le chapitre doit être réservé aux ministres provinciaux ou est-ce qu'il doit être ouvert à tous les frères? On passe tout de même de 24 à 5000. Ce n'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Ayant donc pris Élie dans sa cellule, ils le portèrent de leurs mains à la porte du chapitre. Alors on y va carrément, c'est des costauds. Et après avoir enfoncé la porte, ils voulurent l'installer à la place du ministre général. L'autre n'a pas l'appui du nombre. Qu'est-ce qu'il va faire? Voyant cela, le général frère Jean, demandez-vous qu'est-ce que vous feriez? Il y a une horde de types qui arrivent pour vous piquer votre place, quoi, en gros. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le général frère Jean se dénuda devant tout le chapitre et prit alors seulement de honte.
ils cessèrent leur très grand tumulte. Ah, c'est sidérant. Hein. Je n'ose pas parler d'enlever son costume. Cette élection par dénudation est pour le moins originale. Élie a compris qu'il serait toujours perdant face aux ministres provinciaux, une élite de clercs universitaires, alors qu'il n'est ni clerc ni universitaire. Alors il mise sur le rapport de force physique. Il tente de renouer avec l'antique coutume des chapitres généraux ouverts à tous, en vigueur du temps de François. Finalement, il arrive à s'imposer en 1232 parce qu'en fait, entre-temps, il a acquis l'appui du pape Grégoire IX. Alors, il se retrouve ministre général, un peu par un coup de force, mais du pape, par le haut. Mais là, il est ennuyé parce qu'il sait qu'au premier chapitre général qu'il réunit, il sera démissionné. Mais comme la règle prévoit que le chapitre général est réuni quand le ministre le convoque, mais il oublie simplement de convoquer le chapitre général pendant 7 ans, jusqu'à ce que les frères excédés lui imposent de réunir le chapitre général. Et là, Élie, jusqu'au dernier moment, essaie de résister. Il envoie ses frères Salim Ben, et ce type magnifique témoin du XIIIe siècle, il envoie des obédiences, hein, c'est-à-dire des ordres de route en quelque sorte, par toute l'Italie, à tous les frères laïcs robustes qu'il pensait lui être acquis, en leur enjoignant bien de ne pas manquer de se rendre au chapitre général, car il savait bien que les ministres s'étaient assemblés contre lui. Il espérait en effet que les frères laïcs le défendraient à coups de bâton. Bon, mais l'autorité du pape est plus forte et Élie est démis. Un successeur est est désigné, Albert de Pise, selon les procédures les plus rigoureuses, mais en petit comité. Et quand il célèbre la messe, il dit « Vous pourrez dire que pour la première fois, un ministre général de l'ordre des frères mineurs a célébré une messe, car tous ses prédécesseurs étaient laïcs. » Après cette élection d'Albert de Pise, premier prêtre, ministre général, l'ordre se ferme au niveau du recrutement par les constitutions qui sont alors élaborées, ce qui fait qu'une quinzaine d'années après sa mort, François d'Assise n'aurait pas pu être recruté dans l'ordre qu'il avait fondé quelques années auparavant. Je conclus. L'idée démocratique paraît simple, mais comme nous le savons, c'est sa pratique qui est complexe. Le bon fonctionnement démocratique est lié dans nos esprits à l'élection des dirigeants par la communauté, au principe « un homme, une voix », je rappelais 1789, à l'adoption du scrutin majoritaire, arithmétique et pas moral, et à la durée limitée des mandats, et pas à un mandat viager. Mais en réalité, ni le recours à l'élection, ni la perfection technique du scrutin ne suffisent à garantir l'exercice démocratique. Tout aussi fondamental, on vient de le voir, et la détermination du corps électoral. Qu'est-ce qu'on laisse voter? Et où la nature du lien qui unit l'électeur à l'élu. Est-ce que l'électeur se dépouille de tout pouvoir en désignant un élu? Jusqu'où va la délégation? Les communautés religieuses, nous l'avons vu, tâtonnent vers des formes de fonctionnement collectif qui ne sont pas sans évoquer nos régimes démocratiques. Mais je n'en dis pas plus que ça, ne sont pas sans évoquer. Le fait que ces expérimentations se déroulent hors champ de la théorie politique, par une sorte de génération spontanée, qui est en réalité un cycle, rodage empirique, mise en texte, effet de texte, rodage empirique, etc., cette constatation me paraît riche d'enseignements, voire d'espérance. Si enseignement il y a, ce n'est pas que la démocratie est le régime qui vient naturellement à toute communauté humaine. 1000 cas prouveraient le contraire. C'est que la démocratie est toujours à inventer. Qu'elle est comme le péché, toujours, c'est Kierkegaard qui dit comme le péché, hein, elle est comme le péché toujours originelle. Elle ne peut être qu'endogène, en dépit des influences ou des pressions qui prétendent peser sur son élection. Quand on dit « nous vous avons apporté la démocratie », méfiez-vous. Si l'on admet que le Moyen-Âge ressortit à l'archéologie de la démocratie, ce que j'ai tenté tout de même de promouvoir, le lien entre démocratie médiévale et démocratie contemporaine ne saurait se réduire à la lente chronique d'une désacralisation, d'un désenchantement, je dirais au contraire. Quelle trace la dilection
l'unanimité, la seniorité, la liturgie, l'onction, le vicariat, le pastorat ont-ils laissé dans la légitimation de nos formes politiques et dans notre gouvernementalité, pour reprendre un néologisme de Michel Foucault? Voilà les vraies questions, si tant est que l'histoire serve à éclairer notre présent et non à le justifier. Alors, ne tombons pas d'un excès dans l'autre. Le Moyen-Âge n'est qu'un moment d'une invention démocratique qui, comme je viens de le dire, par définition, n'en finit jamais. Et l'apport des communautés religieuses n'est en la matière qu'une partie du legs médiéval. Je n'ai pas oublié les assemblées nordiques ou les communes italiennes ou méridionales ou rhénanes. Mais cet essai de démocratie est un peu plus qu'un balbutiement. Un dernier exemple. Que l'élection de l'abbesse revienne librement à la communauté. C'est un article de la règle de Longchamp qui a été écrite par Isabelle de France, sœur de Saint-Louis, dans les années entre 1259 et 1263. Mais approuvée une dizaine d'années plus tôt, la forme de vie de l'ordre des sœurs pauvres, rédigée par Claire d'Assise, contenait déjà le même principe. L'abbesse doit être élue librement par la communauté. Voilà donc des femmes qui, au milieu du XIIIe siècle, élurent librement leurs dirigeantes en suivant les termes d'un texte normatif qui était lui-même élaboré par des femmes. Le contraste est fort avec le monde civique où, à même époque, Albert Rigaudière souligne, je cite, « l'exclusion absolue des femmes de la vie politique municipale au Moyen-Âge ». En France, je rappelle que le constat est resté vrai au niveau national jusqu'en 1944. Finalement, le Moyen-Âge n'était pas si moyenâgeux qu'on voudrait parfois le croire. Merci beaucoup pour cette magnifique, passionnante communication qui, je pense, va susciter un grand nombre de questions dans la salle. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, en tant que spécialiste du politique laïque, effectivement la grande avance de tous ces débats, notamment en matière de représentation, de délégation de pouvoir au sein de ces communautés par rapport à ce qu'on sait par ailleurs des processus représentatifs en particulier, je pense aux assemblées provinciales ou aux prémices des États généraux pour le Moyen-Âge, où ces discussions sont beaucoup plus tardives. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui m'a paru aussi remarquable, c'est par rapport effectivement au processus de Cluny, et je crois que c'était le cas aussi pour Saint-Victor, la part finalement des ambitions politiques qui font qu'on redonne à la règle primitive de Benoît toute sa splendeur, pour se positionner notamment par rapport à l'autorité épiscopale locale. Il y a quand même là un véritable enjeu de pouvoir immédiat qui fait qu'on réactive finalement ce texte, alors que normalement, le cadre général, politique et social borde le choix finalement du successeur. Donc ça m'a paru tout à fait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je pense qu'il doit y en avoir beaucoup. Bonjour, Lucas de Paris. Je voudrais vous interroger sur la notion de démocratie, parce que, à propos de démocratie, vous ne parlez que d'élections. Et je me demande s'il n'y a pas un certain anachronisme ou une certaine novlangue que vous utilisez, parce que pendant 2000 ans, d'Aristote à Montesquieu en passant par Spinoza, un système électoral s'est défini comme de l'aristocratie, c'est-à-dire qu'on choisit comme souverain le meilleur, l'aristoi. Et la démocratie est plutôt définie par le tirage au sort des assemblées, où ce serait des référendums. Vous ne parlez pas de référendum. Voilà, donc c'est sur ce changement de sens. Donc quand vous parlez de démocratie, je m'attendais à ce que vous parliez justement du fait que les communautés votaient des choses, ou que les gens avaient juste un mandat impératif, mais qu'ils ne prenaient pas le pouvoir en étant élus. Oui, mais là vous parlez que d'élections, donc vous parlez que de notre langage moderne pour des temps anciens. Oui, c'est ce que j'ai dit au départ de ma conférence. J'ai insisté sur le fait que je ne prenais qu'un fil directeur qui était les élections. Je ne me suis référé, vous avez tout à fait raison de dire, je ne me suis référé à aucune définition de la démocratie pour une raison simple, c'est que ce terme est totalement absent des sources dont j'ai parlé.
Donc, de toute façon, j'ai conscience, en l'employant, de faire un néologisme. Et je n'ai pas voulu, exprès, par entêtement médiéviste, je n'ai pas voulu me référer aux définitions antiques, puisqu'elles ne sont pas présentes dans ce champ de l'expérimentation médiévale. Alors, j'ai simplement fait un court-circuit entre ce que nous considérons, nous, aujourd'hui, comme un des aspects de la démocratie, c'est-à-dire l'élection du dirigeant, et les pratiques que je voyais à l'œuvre dans les communautés médiévales. Moi, je suis partisan de l'anachronisme en histoire, puisque faire de l'histoire, c'est un anachronisme. On parle au XXIe siècle, du XIe siècle, donc on fait un anachronisme de 1000 ans. Mais là, j'ai fait un anachronisme. Ce qui est important avec les anachronismes, c'est de les faire exprès. Donc j'ai fait un anachronisme volontaire et j'ai fait exprès d'évacuer toute référence à la Grèce. Quand on parle de démocratie, on ne parle en général que de la Grèce. Donc pendant 1 heure, je me suis dit, allez, on va laisser un petit peu de place à un Moyen-Âge qui n'emploie pas le terme, qui n'emploie pas ce terme dans le corpus de sources qui est le mien, mais qui, par tâtonnements successifs, et ce qui me paraît important dans une relance constante de la pratique et du texte, arrive à élaborer quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'en dit Aristote, mais qui ressemble un petit peu à ce qui marque notre temps aujourd'hui. Donc c'est tout à fait la perspective inverse de la vôtre que j'ai adoptée au départ. Bonjour, je suis doctorant de Laurent Feller et donc je travaille sur l'Ombrie médiévale du XIIe siècle, c'est-à-dire le temps et donc la région propre à Saint François. Et donc ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut mettre en rapport la révolution communale? On sait bien que la ville d'Assise est donc la commune et donc la ville la plus peuplée et donc la commune la plus ancienne de cette région. Est-ce qu'on peut dire que la révolution des ordres mendiants, donc leur naissance, les dominicains et les franciscains, est une sorte de transposition des pratiques communales, donc vues par Saint François dans la ville d'Assise vers donc le fait ecclésiastique, vers donc les communautés des religieux. Merci. Alors, vous saluerez Laurent de ma part. Il est évident qu'il y a des liens de concomitance entre ces expériences, les unes communales et les autres religieuses. On avait même noté que c'est Attilio Bartoli d'Angeli, ce génie absolu de la diplomatique, de la paléographie et de l'histoire politique et sociale, ça fait beaucoup, Attilio avait noté que le pacte qui refonde la communauté d'Assise après une lutte civique très importante est un pacte entre les minores et les mayores. Alors évidemment, minores, c'est juste le terme que François d'Assise choisit pour les frères, fratres minores. Bon. Donc il y a concomitance, il y a en partie un langage commun, il y a concomitance d'expérience, parce que c'est le cousin, le frère, l'un qui participent, l'un à la commune consulaire et l'autre, par exemple, tous les parents de Claire d'Assise, qui étaient des nobles, étaient les hommes qui avaient le pouvoir au sein de la commune consulaire d'Assise. Maintenant, une chose est de constater des concomitances. Une autre chose est de parler d'influence. Or, ce qui m'apparaît quand on regarde la chronologie, c'est que les toutes premières expériences communales d'Italie remontent au XIIe siècle, tandis que l'expérience franciscaine, certes, a un côté novateur, Dieu sait si François l'a répété et ses disciples après lui, mais enfin, on remarque néanmoins qu'il s'assoit, ce que j'ai essayé de montrer là, sur le long fleuve, pas toujours tranquille, de la vie monastique. Les références que fait François, quand on peut capter une référence, par exemple dans la règle, la référence n'est pas du tout aux textes communaux qui en sont à leur balbutiement, mais elle est à la règle de Benoît, ou elle est à la règle de Basile de Césarée. Donc, si vous voulez, en termes d'antériorité, il est évident que ces expériences religieuses ont commencé à réfléchir sur la question bien longtemps avant les expériences communales. Et ce qui est frappant, alors qu'à cette époque-là, il y a renaissance du droit romain à partir du XIe siècle à Bologne, ce qui est frappant, c'est que les principes du droit romain n'interfèrent que vers la fin du XIIIe siècle dans la réflexion interne des ordres religieux. C'est pour ça, ce qui m'intéresse toujours par rapport à toutes les grandes références
que l'on pourrait effectivement invoquer, ou par rapport au parallèle que l'on est parfaitement en droit de faire, hein, c'est toujours le côté in vitro. C'est le côté laboratoire. C'est ça que je trouve passionnant. Non pas que jamais ils ne sont totalement coupés du monde. Ils savent très bien ce qui se passe dehors. Par exemple, ils savent dehors qu'il y a un évêque. Et comme disait Michel, ils font tout. Ils font tout pour essayer de se soustraire à son autorité. Par exemple, ils vont se faire conférer la bénédiction abbatiale par l'évêque d'à côté, pour que ce ne soit surtout pas l'ordinaire. Donc, oui, bien sûr, il faut réfléchir à ce qu'on appellerait aujourd'hui, dans le vocabulaire administratif, ces synergies. Mais d'abord, les problèmes d'antériorité ne sont pas forcément les plus passionnants, et si on les regarde de près, ils sont plutôt du côté religieux. Mais par exemple, à un moment dans un texte, je ne sais plus lequel, les frères recevront des conseils. Ça, c'est le vocabulaire féodal. C'est la lettre de Fulbert de Chartres. Donc, on voit bien qu'il y a toute une série de secteurs dans lesquels il y a des liens sociaux de nature différente, et tous expérimentaux, parce que la vassalité aussi se cherche. Les communes, la vassalité, ce ne sont pas des univers contradictoires, ce sont des univers concomitants, mais qui ont chacun leur logique propre. Donc il faut être attentif à la fois aux concomitances et ne pas vouloir, comme on le fait par exemple dans une histoire de l'art trop rigide, parler uniquement en termes d'influence. Moi, je suis plus dans la vie que dans la généalogie. Voilà. Vous avez parlé à la fin de votre... Merci d'abord ce superbe exposé des Clarisses et de Longchamp. On les cite un peu comme un modèle, puisque vous citez un texte où ils sont vraiment maîtresses de leur destin. Alors, j'ai un peu honte de parler de Fontevraud devant vous, parce que vous avez tout appris là-dessus. Mais dans le procès qui a été fait à l'Abbesse au XVIIe siècle, les jésuites et les autres ordres qui s'étaient tentés de s'immiscer dans les affaires avaient trouvé un argument majeur, c'était peut-être propre au monastère féminin. Ils distinguaient la juridiction et le pouvoir, potestas et juridiction. Alors, l'abbesse, effectivement, avait bien la délégation du pape, et elle avait la juridiction pour rendre justice, même pour les prises de voile et tout ça, mais elle n'en avait pas le pouvoir. Donc, elle n'avait pas le droit de l'exercer. Ça peut penser, on achète un logiciel, mais il faut l'activer. Et pour l'activer, il faut payer. Alors, l'abbesse avait Alors, je voulais savoir si ce dédoublement, qui a été une astuce, au fond, que les jésuites et les autres avaient trouvé pour, finalement, neutraliser les pouvoirs de l'abbesse, si ça avait été aussi le cas des Clarisses. Oui, merci beaucoup, Michel. Oui, c'est un problème qui est à la fois, pour moi, magnifique et complexe, hein, celui des communautés religieuses féminines. Je reviendrai sur ce point-là. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de germination qui se fait presque, parfois, à contre-courant de ce que l'on sait par ailleurs de la société médiévale. Mais la crainte des hommes, que ce soit les clercs ou les puissances laïques, c'est que l'abbesse ne s'empare de pouvoirs d'ordre sacerdotal. Par exemple, que l'abbesse bénisse, que l'abbesse confesse, que l'abbesse absolve. Ça fait peur. Hein. Donc on précise, oui, elle peut exhorter les sœurs, mais pas prêcher. Elle peut recevoir leur confession, mais surtout pas les absoudre, etc. etc. Donc l'idée, c'est d'empêcher cette femme de devenir un prêtre. C'est ça le péril que l'on voit. Et en fait, dans les luttes du XVIIe, alors il faut dire qu'ils avaient affaire à forte partie, les hommes, parce que Jeanne-Baptiste de Bourbon a tout de même fait écrire un traité sur la supériorité absolue des femmes dans l'histoire humaine, qui est un des textes les plus extraordinaires que nous ayons jamais lu, Michel et moi. Non, ça c'est extraordinaire. Alors, tout de même, ce que je veux signaler, c'est que les expériences féminines religieuses sont moins nombreuses que du côté masculin, qu'elles sont évidemment moins connues. L'année Saint-Louis, on a été quelques-uns, en particulier mon ami Schoenfield et moi, à essayer de promouvoir la figure d'Isabelle de Longchamp, sœur de Saint-Louis. On n'a eu aucun succès. Personne n'en a parlé de l'année Saint-Louis. Personne n'a dit qu'il avait une sœur. Bon, qui a tout de même fondé le monastère de Longchamp, pas le champ de course, mais le monastère qui est sous le champ de course, et dont elle a écrit la règle, ce qu'on lui a très longtemps contesté. Or, quand on réexamine ces cas, on se rend compte que Pétronille de Chemillé a ajouté des articles à la règle de Robert d'Arbrissel.
pour moi, il est évident qu'Héloïse a écrit la règle du Paraclet. Abélard avait écrit, c'est la dernière lettre de la correspondance, une dissertation sur la règle impossible, et qui aurait été totalement impossible à appliquer, tandis que Héloïse, elle a fait les vrais institutiones nostrae du Paraclet. En vrai, c'est elle. Il n'y a pas son nom, parce que les femmes ne mettent pas leur nom, elles disent nous, elles disent pas je. François d'Assise, Ego. Et puis on a Claire d'Assise, et puis on a Longchamp. Et Claire d'Assise, c'est un cas extraordinaire, parce qu'elle se bat pour imposer une règle qui n'est pas tant la sienne que la résultante d'une expérience communautaire qui a tout de même une quarantaine d'années au moment de sa mort. Alors, comme elle a une aura extraordinaire, le pape, Innocent IV, finit par lui envoyer sa règle approuvée la veille de sa mort. Donc, au mois d'août 1253, Claire reçoit la veille de sa mort, elle est exaucée dans son vœu le plus cher, sa règle est approuvée par le pape. Sauf que, c'est bête, hein, c'est un oubli, la chancellerie pontificale a oublié de l'enregistrer dans les registres pontificaux. Donc on a fait plaisir à la sainte femme agonisante en lui disant « mais oui, on l'approuve ta règle ». Mais en ne l'inscrivant pas dans les registres pontificaux, on l'a privé de toute autorité, de toute pérennité. Et on a tout fait pour qu'elle ne s'applique qu'à Saint-Damien et encore pendant un temps relativement bref. Donc, bon, mais une fois qu'on a dit tout ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu les pesanteurs qui ont pesé sur ces femmes, ce n'en est que d'autant plus extraordinaire de penser qu'elles ont réussi ces exploits. Parce que moi, j'ai tout de même entendu souvent qu'en 1944, le droit de vote avait été concédé aux femmes. On leur a fait un cadeau. Et combien de fois on a entendu que la Seconde République, c'était le suffrage universel? Ah bon? Vraiment universel, vous êtes sûr? Donc vous voyez, par rapport au monde, excusez-moi Michel, mais on est d'accord en fait, par rapport au monde laïque, il y a là une avance qui est extraordinaire et qui est liée à l'effet d'Isola. Alors, le cloître, c'est une prison, mais c'est un espace de liberté. Et c'est un espace d'inventivité. Voilà ce que j'ai voulu essayer de dire. Je crains que ma question ne vous paraisse un peu mesquine, mais justement, il s'agit du suffrage universel. Et c'est vous qui l'avez fait naître dans mon esprit à propos de l'élection des abbés bénédictins au début de la règle et après les débuts de Cluny, que je croyais faite par l'ensemble des moines de cœur. Or, vous avez à plusieurs reprises parlé des sagnoresses. Et je me suis demandé si la désignation, le choix de ces sagnoresses n'avait jamais prêté à contestation. Alors, oui, non, c'est une question tout à fait embarrassante, mais tout à fait judicieuse. Dans la règle de Benoît, il n'y a aucune distinction interne à la communauté à part l'ordre d'entrée dans la communauté. Il n'y a pas les moines de cœur ou les autres, ça n'existe pas. Et Benoît, l'auteur de la règle bénédictine, met en garde contre les prêtres, en disant attention aux prêtres. Hein, une fois qu'ils sont dans la communauté, il ne faut pas qu'ils se croient plus sous prétexte qu'à l'extérieur, ils ont été prêtres. Alors c'est bien d'ordonner un ou deux prêtres, on peut en avoir besoin, mais surtout, il met en garde contre les nobles et contre les prêtres. Comme si les uns et les autres pouvaient se réclamer de ce qu'ils étaient à l'extérieur pour influer dans la communauté et rompre. Je ne dis pas l'égalité, ce n'est pas un terme de l'époque, mais l'harmonie, la charité qui doit régner au sein de la communauté. Donc chez Benoît, ça ne se pose pas. C'est à Cluny, en réalité, que s'introduit la distinction entre des moines de cœur qui sont systématiquement prêtres et des convers, mais alors à Cluny, les convers sont des hommes qui ont vécu dans le siècle et qui se sont convertis tardivement. Ça peut très bien être des chevaliers. Mais ils n'ont reçu aucun ordre clérical. Et là, vous avez raison, à Cluny, ce sont les moines de cœur qui sont à la manœuvre. Maintenant, dans tous les cas, quelles que soient les catégorisations internes, jusqu'à François d'Assise, on distingue
la décision doit reposer sur la sanior pars, la part la plus saine. Mais personne ne nous livre le mode d'emploi. Alors, parfois on nous dit la part la plus saine, parfois on nous dit les frères spirituels, donc il y en a qui le sont plus que d'autres. Parfois on nous dit les plus religieux. Ah. Et parfois on nous dit les maiores et meliores. Donc on a du mal à définir cela. C'est quoi? Ce sont les anciens, ce sont ceux qui ont du poids. On a le mode d'emploi, mais il nous manque tout de même l'appréhension concrète de ce qu'était cette sanior pars. Et franchement, je n'en sais pas plus que cela, mais au sein de toutes les communautés que j'ai décrites, même si l'élection est réservée à une certaine catégorie, par exemple à la Chartreuse, uniquement aux clercs, alors que les convers en sont privés, à l'intérieur de cette assemblée des clercs, on distingue encore la sanior pars. Évidemment, c'était très pratique, parce que quelqu'un qui voulait influer pouvait dire cette minorité est peut-être minoritaire, mais elle est plus saine. Voilà, on n'en sait pas plus que cela. Et dans le concile de la Trancade, donc on est en 1215, là, il est question il y a un canon qui concerne les règles monastiques, il ne faut pas en faire de nouvelles, et les élections monastiques, et on dit qu'il faudra s'en remettre à la part sanior well major. Alors que veut dire le well? C'est alternatif, c'est les deux, voilà. Donc je n'en sais pas plus que cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le numérique n'est pas la première appréhension. Et comme j'essaie de le montrer, sous le terme d'élection, il ne faut jamais oublier François élit son successeur, mais au sens latin, c'est-à-dire il le choisit. Dans l'élection, il y a la dilection. C'est pour ça aussi que je me suis coupé des réflexions antiques qui n'ont pas le même substrat évangélique. Quand Étienne de Muret dit « il n'y a d'autres règles que l'évangile du Christ », c'est évident que le seul substrat qu'il accepte, c'est le substrat évangélique. Dans élection, il y a toujours dilection. Donc ça se comprend dans une vision qui est celle où tout pouvoir, même donné par les hommes, est une délégation d'un pouvoir qui ne peut venir que d'en haut. De la même manière qu'au Moyen-Âge, on ne considère pas qu'il puisse y avoir de vraies propriétés. Le propriétaire est toujours un cran au-dessus. On a au plus la possession des biens, mais pas leur propriété. Le Moyen-Âge est un temps du vicariat. Bonjour, je vous remercie. J'ai bien entendu vos remarques sur les questions des influences et de ne pas trop les chercher. Alors, à défaut de parler d'influence, je parlerai plutôt d'intrusion. Est-ce qu'on a des cas où, notamment dans le cas des convers, ou peut-être d'autres personnes, l'évêque ou autres, qui essaient d'influer sur ce jeu des prisons? Et je pensais plus particulièrement à ceux qui sont à la fois intrus et dedans, comme par exemple les nobles qui font partie des ordres religieux militaires, ou même nobles anciens convertis. Est-ce qu'on arrive à tracer certains éléments plus exogènes des fois, qui sont soit en conflit, soit influent sur les règles elles-mêmes? Oui, non, c'est pas du tout. C'est une question tout à fait judicieuse parce que là, je me suis fondé principalement sur la littérature normative. Alors après, tout le problème est de savoir quand les normes sont respectées ou pas. Mais ça vaut pour toute époque, vous remarquerez bien. Le décalage entre normes et pratiques est vrai à tout moment. Il faudrait, pour bien faire, bon là, le temps était limité, il faudrait pour bien faire, à chaque fois, vérifier l'exécution de la norme. Cette norme, en réalité, comme la loi, évolue sous le coup de la pratique. La loi court après la pratique, on le sait très bien. Alors, cela dit, des influences, des intrusions, des irruptions, il y en a constamment dans toutes les élections. Les premières, c'est celles des puissances laïques qui sont autour de l'abbaye. La plupart des abbayes résultent d'une fondation laïque. Alors, c'est un peu comme, moi j'ai connu ça dans les universités américaines. On a un mécène qui veut construire un bâtiment, mais du coup, il voudrait tout de même un petit peu dire ce qui va se faire dedans, quoi, tout de même. On lui explique, oui, c'est de la recherche, c'est un peu compliqué. Non, mais lui, il a une idée très précise sur la manière dont on doit faire de la recherche en histoire médiévale.
là, on commence à être gêné, parce que d'un côté, si on dit, écoutez, mêlez-vous de ce qui vous regarde, ben, il ne donne plus l'argent. Bon, non, ah, bon. Cluny, c'est fondé par le duc d'Aquitaine. Hein. Donc, à chaque fois, on a cette ombre de la puissance laïque. On voit bien que la norme érige des barrières partout en disant pas touche. Mais dans la pratique, ils touchaient tout le temps. D'autant qu'en général, l'abbé était leur frère ou leur cousin. Donc, comme vous le disiez très justement, le jeu des influences se faisait à l'intérieur. Benoît dit, du moment où vous entrez dans le cloître, vous oubliez que vous étiez dans le monde. Tu parles? Les gens n'oublient pas du tout qu'ils étaient dans le monde. Et vous prenez même Claire d'Assise, qui est la plus transparente et translucide de toutes ces figures. Les sœurs qui sont autour d'elle, c'est la petite consorteria qui se trouve près de Saint-Ruffin, assise autour de la cathédrale. C'est un clan nobiliaire. Et un certain nombre des sœurs sont les anciennes servantes de sa famille. Ces liens-là ne s'évaporent pas d'un coup. Ils restent profondément enracinés, au moins dans les esprits, si vous voulez. Donc ça, c'est tout le temps vrai. Puis l'autre, donc, il y a le péril des puissances laïques, et puis il y a le péril de l'ordinaire, de l'évêque, qui considère que tout ce qui se passe de religieux dans son diocèse relève de sa juridiction. Et après tout, il n'a pas tort, hein, tout de même. Et il y a le mouvement qui est une sorte d'alliance bien comprise entre la papauté et les communautés religieuses, et qui va vers l'exemption. Qu'est-ce que c'est l'exemption? C'est le pape qui se dote d'un deuxième réseau qui vient en fait traverser le réseau territorial des diocèses et qui a donc des agents, alors dans le cas des dominicains ou des frères mineurs, puis dans le cas des jésuites par la suite, on le voit clairement, c'est une milice pontificale. Et si jamais l'ordinaire a des velléités de localisme, les ordres exempts sont là pour porter la parole du pape. Je rappelle que l'église de Cluny s'appelle Saint-Pierre. L'allusion est suffisamment claire. Donc, il faut lutter contre les puissances laïques, il faut lutter contre l'évêque, mais en général, ce monde-là est présent dans la maison par des liens de parenté. Donc, c'est de l'histoire humaine, tout simplement, c'est-à-dire que c'est toujours de l'histoire contaminée. La vie, c'est une vaste contamination. Mais, enfin, moi, je l'aime comme ça. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, surtout après, donc c'était intéressant cette vision générale des rapports de force, mais je me demandais, si on raisonnait plus en termes de cas particuliers, par exemple le cas des ordres militaires, est-ce qu'on voit une influence peut-être plus pour l'ordre du Temple, qui est tout de suite nobiliaire et militaire par rapport à l'autre, une influence dans le fonctionnement et dans la règle même, et pas simplement dans la jurisprudence? Mais bien évidemment, bien évidemment. En plus, si un ordre veut s'assurer un grand rayonnement, c'est à la fois des dons et de l'influence, il a intérêt à choisir quelqu'un dont le nom pèse. Donc ça, c'est vrai. Puis alors, non, je n'ai pas répondu à un autre point de votre question, c'est les luttes entre catégories. Oui, bien sûr, il y en a eu. Hein. Je l'ai dit dans le cas de Grandmont, ils se sont tellement entretués. Mais enfin, ils se sont tout de même entretués très très longtemps. Hein. Ils se sont entretués jusqu'aux années 1770. À peu de choses près, ils atteignaient la Révolution française. Ils auraient pu dire que ce n'était pas de leur faute. Hein. Donc l'ordre de Grandmont, c'est une lutte incessante entre les clercs et les convers. Puisque le fondateur, Étienne, je ne sais pas si c'est de lui, on le lui a prêté. À mon avis, ça n'est pas de lui, mais enfin, peu importe. Dans la toute première génération, on distingue les deux catégories et on dit, tiens, c'est Marthe qui va gouverner les maris. Alors, Marie a la meilleure part, c'est-à-dire elle ne gouverne pas. Oui, mais tout de même, de la part de Claire, c'est très difficile de renoncer à ça. Et il y a un autre cas qu'on connaît bien, Michel Melot et moi, c'est Fontevraud, où la lutte entre hommes et femmes a été incessante. Incessante. C'était vraiment en permanence une guerre, grille arrachée, clôture... incroyable. Mais du point de vue des conflits aussi, ce sont des laboratoires. Hein. Pas seulement du point de vue irénique, du point de vue des conflits aussi. Il y a tout. C'est un petite cornue et ça bouillonne. Ah, vous avez vu dans le cas de Frère Élie, avec ses copains qui arrivent avec les gourdins comme bulletin de vote. Est-ce qu'on observe plus de violence, soit que ce soit une violence populaire, entre guillemets, d'être comme le frère Élie qui se dit un peu déclassé, ou à l'inverse une violence qu'on pourrait presque dire féodale si on caricaturait. Mais c'est vrai que sur les conflits entre catégories, je pense au cas donc, un peu plus tardif,
ou pour l'attribution de certaines commanderies. Là aussi, on fait des distinctions entre catégories et certains, notamment les chapelains, n'ont pas le droit aux catégories, aux commanderies d'un certain revenu en fait. Donc là aussi, on voit peut-être d'autres lignes de partage sacerdotales, mais aussi peut-être en termes de statut et l'origine. Et peut-être qu'en fait, dans ces ordres militaires, on a encore plus de hiérarchie, ce qui serait peut-être la marque quand même d'une spécificité au sein même des ordres monastiques. Oui, il y a une triple hiérarchie, on peut dire, dans les ordres militaires. Il y a la hiérarchie religieuse, des statuts religieux. Hein. On a oublié, nous, le dégradé à l'intérieur de la cléricature, mais il est essentiel. Les sous-diacres et les diacres, c'est vraiment très important. Ce n'est pas de lointains auxiliaires, c'est vraiment très important. Il y a la hiérarchie donc, cléricale, il y a des statuts religieux, il y a la hiérarchie militaire, parce qu'il y a un fonctionnement de type militaire, avec des types qui commandent la bataille, et puis il y a la hiérarchie sociale d'un ordre qui sait très bien qui est qui connaît le who's-who nobiliaire. Hein. Donc, oui, bien évidemment, c'est compliqué. Mais tout de même, la règle que j'ai vue se dessiner, c'est qu'en petit nombre, c'est facile d'être de bons démocrates, avec tous les guillemets d'usage. Hein. La difficulté, c'est le grand nombre. Hein. Foucault dit ça. Foucault dit la difficulté, c'est le nombre. Ben oui, c'est évident. C'est vrai pour tout. Être saint tout seul, c'est facile. Mener un groupe de 12 copains comme François d'Assise au début de son expérience, on se met d'accord très vite. Ils n'ont même pas eu besoin de lever la main pour élire Bernard, si tant est qu'il l'ait élu. Ça s'est fait comme ça, par la discussion. Mais quand on se retrouve à un chapitre à 5100 micros, 100 micros, non mais il faut voir le côté matériel de ces expériences. Et tout simplement, on ne peut pas se faire entendre. Ben, qu'est-ce qui prime dans ce cas-là? C'est les coups de coude. C'est évident. Oui, mais enfin, c'est le Saint-Esprit qui parlait par lui, donc là, ça... Vous avez remarqué la présence du Saint-Esprit. Nous, on aurait tendance à dire, par les fêtes liturgiques, par les psaumes récités, par les hymnes, etc., nous, on aurait tendance à dire, ah oui, c'est le décorum. Ce n'est pas du tout le décorum, c'est fondamental. C'est fondamental. Si on retire cet aspect-là, l'évangile, les premiers seront les derniers, j'ai voulu me faire le plus petit, etc., et l'inspiration du Saint-Esprit, on réduit ces expérimentations de type démocratique à une procédure qui perd tout son sens. Il faut les prendre dans leur jus, si vous voulez. Et leur jus inclut ça, dilectio, electio, etc. C'est pour ça que Léo Moulin, pour lequel j'ai énormément d'admiration, avait tendance à oublier cette dimension pour faire alors vraiment une téléologie. Hein. Les ordres monastiques, alors lui, il y allait vraiment, il y allait en force. Hein. Les ordres monastiques ont fondé la démocratie contemporaine, disait Léo Moulin, et il voyait petit à petit se mettre en place toutes les procédures. Mais ces procédures sont à chaque fois à resituer dans une culture religieuse totalement prégnante et dans des situations particulières, y compris locales et sociales, qui ont toute leur importance, comme toutes les questions posées ce soir le montrent.